Bonjour à tous. Bonjour à tous. On est très heureux de vous accueillir du coup ce matin pour ce webinar. Alors le titre, vous l'avez vu puisque vous êtes inscrit, c'est comment identifier et engager vos grands comptes pour booster vos ventes. Donc un vrai sujet d'actualité de fin d'année et de plan d'action 2025. Voilà, on est très heureux avec Nathalie de vous accueillir ce matin. On va se donner peut-être quelques minutes, il est 11h01. On va peut-être se donner 1 ou 2 minutes pour les retardataires avant de commencer, de se présenter pour ce webinar. Oui. Est-ce qu'en attendant, vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien? Super. Bon, c'est confirmé, tout le monde nous entend. C'est effectivement un petit préalable. C'est un premier bon point. Bon, on est Est-ce plus de 74, donc on est plutôt très très content de vous accueillir tous ensemble. Et puis il est 11h01, on va peut-être du coup, Nathalie, peut-être se présenter et les retardataires pourront toujours se connecter. Ça me va bien. Allons-y. Allez hop, c'est parti. Je suis très galant, donc Nathalie, je te laisse te présenter. Merci Michel. Donc je suis Nathalie, je suis au marketing chez Nomination depuis maintenant quelques années. Ma mission principale, c'est d'aider le commerce à vendre. Donc la partie SMB de mes équipes commerciales, mais aussi les équipes CAM. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je vais pouvoir vous parler de ce que je connais chez Nomination. Merci Nathalie. Donc moi je suis le fondateur directeur associé de Winband, qui est une agence de digital et marketing en B2B spécialisée dans cette partie-là. Et je suis expert en ABM. Donc en fait on déploie énormément de campagnes ABM pour nos clients en France. Voilà, on a un vrai savoir-faire quasiment exclusif et on travaille beaucoup justement avec Nomination pour déployer ces campagnes et c'est tout ce qu'on va vous raconter pendant ce webinaire et n'hésitez pas en tous les cas à poser vos questions et que ça soit très interactif. Mm. Donc voilà, 11h03 Nathalie, je pense qu'on va pouvoir se lancer et puis aborder le vrai sujet clé de ce webinaire. En effet. Alors, peut-être avant de commencer, Michel, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus en détail ce que vous faites chez Winband? Alors nous on accompagne principalement les PME, les ETI, donc du coup des entreprises effectivement assez dimensionnées. Et on va effectivement mettre en place des actions très opérationnelles. C'est-à-dire qu'on va travailler en amont sur la stratégie de l'entreprise, stratégie, j'ai envie de dire, de l'action visée par notre client. Et on va être très opérationnel. Et donc, on va travailler à la fois sur la data, sur les cibles. Et on va pouvoir mettre en place des plans, des scénarios, en fait, qui vont permettre d'atteindre les objectifs et de générer des leads, des rendez-vous dans les agendas des commerciaux. Mais on va aussi structurer la démarche marketing et commerciale par l'alignement, par des outils d'automation, des outils CRM. Donc on est vraiment à 360 avec toujours un objectif au cœur de nos actions, c'est réussir votre lead gen et réussir à quelque part avoir un meilleur positionnement, une proposition de valeur claire pour vos clients cibles afin de très clairement décrocher du business. Voilà, bon, j'avais mis un petit peu nos axes marketing, positionnement, comme toutes les entreprises le font, c'est renforcer votre marque, capter des audiences digitales et cibler des audiences marketing pour faire très synthétique parce que l'enjeu, c'est de vous parler ce matin de comment on peut mettre en place des actions claires pour les grands comptes. À mon tour, je vais vous présenter rapidement Nomination. Nomination, on est un producteur de data stratégique sur les décideurs B2B en France. On existe depuis plus de 20 ans. Et on va fournir cette data à nos clients via différents biais. Donc, c'est une data qu'on va travailler en interne avec la technologie, mais aussi avec nos équipes de plus de 80 personnes. Pour fournir un outil de prospection plutôt dédié aux commerciaux avec tout ce qui est organigramme, actualité, mais également les coordonnées des contacts. On va fournir une plateforme dédiée à la génération de leads, notamment de l'ABM, pour faire des campagnes très ciblées.
On peut aussi obtenir toute la donnée nomination directement dans le CRM, Salesforce, HubSpot, et on peut nettoyer et enrichir vos fichiers selon vos besoins. Voilà pour nomination. On va passer maintenant au vif du sujet avec le sommaire de ce webinaire. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va commencer par une petite introduction, de vous rappeler qu'est-ce que l'ABM. Et puis, comme toute stratégie, un besoin de bien choisir son ciblage. Donc, ce sera la deuxième partie. En ABM, c'est d'autant plus important de bien connaître les comptes et contacts à qui on s'adresse. Ça, ce sera la troisième partie. Et Michel vous présentera des scénarios d'engagement qui ont prouvé leur efficacité avec des exemples concrets de dispositifs. On a réalisé il y a quelques années maintenant, donc avec Winbond, une étude, évidemment, sur le sujet de l'ABM, où on interrogeait des directions commerciales et marketing sur ce terme, ABM. Est-ce qu'ils savaient ce que c'était? Donc, en grande majorité, oui. Les gens savent ce qu'est l'ABM, à quoi ce terme correspond, et on voit quand même une bonne évolution, parce que c'était une étude qu'on avait déjà faite en 2021. Donc, voilà, ce terme apparaît de plus en plus puisque ça a gagné 10 points en un an. Mais par contre, là où ça pêche, c'est qu'on n'est pas tous d'accord sur la définition. Donc, il y en a effectivement qui considèrent que c'est toucher à des comptes stratégiques, d'autres que le commerce est forcément appliqué, d'autres que c'est une stratégie d'inbound, certains que c'est limité à quelques grands comptes. Enfin, voilà, chacun a un petit peu son opinion sur le sujet. Et donc, Michel va expliquer ce qu'on considère comme être une stratégie ABM chez Winbond et nomination. Merci Nathalie. Donc effectivement, l'idée c'est un petit peu de vous rappeler ce que c'est, parce que tout le monde n'est peut-être pas justement à l'aise avec l'ABM. Alors, d'une manière générale, ce qu'on peut se dire par rapport au sondage que tu as montré Nathalie, c'est que c'est pas antinomique. Il faut pas venir opposer une stratégie à une autre. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, il y a des stratégies, il y a des tactiques, marketing et digital. J'ai envie de dire que tout est bien. Il n'y a pas d'opposition à avoir. Après, il y a des actions à mener par rapport aux objectifs qu'on se donne, à la proposition de valeur qu'on a, et puis bien évidemment aux objectifs qu'on veut atteindre. Vous comprendrez bien qu'aujourd'hui, inbound marketing, c'est attirer à soi. On voit bien qu'aujourd'hui, on va animer un blog, on va animer ses réseaux sociaux, on va animer ses salons, on va pousser du contenu à forte valeur ajoutée, et tout ce contenu va nous ramener une audience qu'on va capter, et cette audience, on va par les mécaniques de marketing automation, de landing page, de point de contact, on va pouvoir identifier une partie de cette audience en contact connu. Voilà. Donc ça, c'est valable pour des audiences qui sont présentes sur le web. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller chercher des audiences. On a dans ces stratégies-là aussi, vous le voyez, et principalement B2B, faut le reconnaître, on a des stratégies de ciblage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vise des segments de marché. Alors ça peut être une verticale, ça peut être des clients par rapport à une taille d'entreprise, ça peut être des clients par rapport à une taille de marge brute ou de business qu'on pourrait faire avec eux. Et donc, l'ABM, c'est surtout pas antinomique à d'autres tactiques et d'autres stratégies. C'est une approche qui consiste à concentrer ses efforts commerciaux et marketing sur des comptes cibles plutôt de type grand compte. D'accord? Et ce qu'on va faire dans ce type d'approche ABM, c'est qu'on va personnaliser, voire hyper personnaliser ces campagnes. On va s'adresser à un compte avant tout, là où en inbound, on va s'adresser à un persona, à une audience. Donc là, on va s'adresser à un compte, à 10 comptes, à 5 comptes, etc. Et l'objectif principal, c'est d'obtenir des rendez-vous avec les bons décisionnaires. Donc il y a un vrai enjeu aussi dans l'ABM d'aller chercher en fait, j'ai envie de dire des contacts avec qui on peut discuter de travailler avec eux. D'accord on va se concentrer quand même globalement, ce que je vous dis, sur des comptes à fort potentiel. Pourquoi? C'est qu'en fait, en termes de budget, quand je fais de l'inbound, j'ai un budget pour une audience qui est quand même assez conséquente. Quand je fais de la BM, je vais être sur des segments de marché. Donc si j'attaque 10 comptes, 15 comptes, 20 comptes, 30 comptes, mon coût d'acquisition va être un peu plus élevé. Donc, j'ai besoin que derrière, j'ai besoin de retrouver un potentiel business assez fort par rapport à ce coût d'acquisition. D'accord? Et on va être dans une démarche vraiment de la personnalisation de la relation client. Moi, je dis souvent qu'en fait, quand on fait de l'ABM,
on travaille en fait une vraie approche de quelque part de relation de prospect. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de créer la meilleure relation prospect possible, la meilleure expérience prospect possible pour créer un effet wow qui fait qu'à un moment donné, il y a une interaction possible. Autre élément qui est important et qui est vraiment un élément fort de l'ABM, c'est quand on fait de l'inbound marketing, on génère des leads, ces leads tombent dans l'outil d'automation qu'on va exploiter et on va traiter, j'ai envie de dire, avec les commerciaux, une sorte d'alignement pour être sûr qu'ils traitent les leads chauds et qu'ils aillent du coup proposer de la valeur sur ces leads chauds pour les signer. Quand on est en ABM, ce qui est un peu différent, c'est qu'on construit l'approche ABM avec le commerce dès le départ. Ça, c'est un point essentiel, c'est-à-dire qu'en fait, si on veut créer une expérience prospect unique, il faut qu'on construise la démarche collectivement, c'est-à-dire dès le départ, les commerciaux ils vont peut-être pousser eux-mêmes des séquences mail à partir de leur messagerie, ils vont être en relais à une date précise de l'arrêt du scénario pour être en relance. On travaille main dans la main parce qu'on a engagé un processus d'expérience prospect unique, un effet WA dans la campagne, et on a engagé des financements importants pour quelques comptes. Donc en fait, on peut pas se tromper. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut se dire. 3 niveaux d'ABM et je vais faire très vite. Le one-to-one, c'est que j'attaque un compte, 2 comptes, 3 comptes, 5 comptes, 10 comptes. Donc je suis hyper personnalisé. Le one-to-few, c'est que j'attaque plutôt une verticale, un segment. Donc je vais attaquer 100 comptes, 200 comptes dans une verticale, donc mon contenu est commun. Et le one-to-many, je reviens quand même un peu plus à un aspect massif. Et là, je vais attaquer 1000 comptes, 2000 comptes. Donc je serai beaucoup moins personnalisé, voire hyper personnalisé que les premiers segments que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut se dire sur l'ABM. Et ce qui est important, c'est à quel objectif répond l'ABM. Premier élément, ça répond à un potentiel de marge brute puisque je suis prêt à investir un peu plus fort pour aller décrocher un gros compte. Deuxièmement, ça peut répondre à un nouveau territoire, à un nouveau produit. Ça peut répondre à de l'upsell. Je veux développer sur une cible de clients que j'ai déjà des nouvelles ventes avec un nouveau produit. Je peux aller faire de l'upsell dessus. Et je peux surtout travailler des comptes jumeaux, des comptes similaires pour gagner des parts de marché. Donc, vous voyez que c'est vraiment intéressant. On est vraiment dans de la microchirurgie, dans du segment, dans de la cible. Là où globalement, j'ai envie de dire qu'on pêche au filet quand on fait de l'inbound et on pêche au harpon quand on fait de la BM, pour prendre une métaphore bretonne de pêcheur, parce que moi je suis en Bretagne. Voilà. Donc je donne la main à Nathalie pour vous expliquer concrètement comment on peut faire et comment maintenant on peut se lancer. C'est N'hésitez ça. pas à poser vos questions dans le chat. Donc, vous l'avez compris, hein, Michel y a dit, il y a plusieurs raisons de faire l'ABM. Une autre qui n'a pas été citée, c'est que c'est de plus en plus difficile de prospecter, de générer des leads, tout simplement d'aller chercher des nouveaux clients. Et dans ce contexte-là, c'est aussi intéressant d'avoir une approche ultra ciblée, ultra personnalisée pour avoir davantage de retours positifs et surtout davantage de retours positifs de gros paniers à potentiel. Et évidemment, toute base d'une stratégie, que ce soit ABM ou une autre, ça va être le ciblage. Donc là, sur cette partie, on va voir ensemble comment bien choisir ses comptes. Donc ça a été précédemment cité, hein, mais c'est évidemment une des étapes cruciales d'une stratégie parce que c'est des comptes à potentiel, parce que ça va être une approche segmentée, personnalisée, que donc vous allez passer du temps, mais aussi du budget à mettre en place ces stratégies-là, que et vos équipes marketing et vos équipes commerciales vont être impliquées. Donc si cette première brique de la stratégie est mal faite, malheureusement tout le travail que vous allez faire après n'apportera pas les fruits escomptés. Donc vraiment être bien attentif à cette étape-là. La méthode qu'on préconise, c'est une approche data-driven. Alors effectivement, pour certains, peut-être l'idée d'aller chercher des gros logos pour se faire plaisir, c'est chouette. D'aller chercher des entreprises du CAC 40, c'est super, mais c'est pas forcément ces comptes-là qui vont être des comptes à potentiel pour vous. Donc un compte stratégique, ça va être un compte qui peut rapporter 3, 5 fois jusqu'à 10 fois son panier moyen, mais c'est pas forcément ni du CAC 40 ni du SBF 120. Donc voilà, nous on va analyser l'existant pour se dire qu'est-ce qu'est un compte potentiel pour moi. Donc si on a un petit portefeuille client, à peu près 50 comptes et plus, on va pouvoir commencer à faire cette analyse.
Cette analyse, on l'a fait principalement via les données que vous pouvez trouver dans votre CRM. Bon, sachant qu'il y a effectivement un petit travail parfois à faire dans le CRM. Pour vous donner un petit exemple très concret d'un client qu'on a accompagné dernièrement, un client qui est dans le secteur de la téléphonie et nous a demandé de faire ce travail justement d'analyse de son portefeuille client. À notre grande surprise, on s'est aperçu que son premier secteur, là où il vendait le plus, c'était le secteur de l'agriculture. Alors bien évidemment, on était plutôt étonnés pourquoi un acteur de la téléphonie vend principalement au secteur de l'agriculture. Et ben, on s'est aperçu en creusant un peu plus que ce secteur-là était le premier choix d'une liste déroulante et que voilà, soit par méconnaissance du secteur, soit pour être plus rapide, les commerciaux avaient beaucoup trop choisi ce secteur-là qui ne reflète absolument pas la réalité. Donc pour vous dire, voilà, le CRM c'est bien, effectivement, ça va vous donner des inputs, mais travailler un petit peu, nettoyer un petit peu les données qui sont présentes dans votre CRM. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut en sortir? On peut en sortir là où on est le plus présent au niveau géographie, mais aussi en termes de secteur d'activité et en taille d'entreprise. Donc là, déjà, ça donne une première idée de comment est constitué votre portefeuille client. Pour continuer cette analyse-là, on va pouvoir faire une matrice. Donc la matrice, elle permet de croiser d'une part la taille de l'entreprise, d'autre part le secteur, et à l'intersection de chacun de ces critères, on va calculer le panier moyen. Donc là, le panier moyen, il est calculé sur une base 100. Et donc, on voit émerger des zones sur lesquelles on a prouvé une capacité à vendre un panier moyen supérieur à la moyenne. Donc, effectivement, au-dessous de 100, ben, c'est un panier supérieur. Donc là, 2 fois supérieur dans le cadre du BTP immobilier sur les grands comptes TI. 5 fois supérieur pour le commerce grand compte. Donc vraiment, ces chiffres parlent. Si effectivement vous dites à vos commerciaux, bah regardez là, on s'est prouvé, vous pouvez vendre 2, 3, 5 fois votre panier moyen. Effectivement, c'est une stratégie à avoir. Alors, je m'interromps pour répondre à une question de Lorraine qui demande si je me lance dans une stratégie ABM et que je n'ai pas beaucoup d'historique, comment je fais pour créer la liste? Alors évidemment, comme je le disais, cette analyse peut se faire à partir du moment où on a quand même certaines signatures grands comptes. Si c'est pas le cas, que vous avez vendu peut-être seulement à 1, 2, 3, 5 comptes, dupliquez vos succès. Je sais pas, est-ce que c'est des crèches d'entreprise? Est-ce que c'est un secteur vraiment très pointu? Eh ben, partez en premier lieu sur ce secteur-là. Je ne sais pas si Michel, tu as quelque chose à ajouter par rapport à cette Oui, question. alors, pour compléter déjà, ce qui est intéressant dans ce que tu présentes, c'est qu'effectivement, on a beaucoup, comment dire, de fausses idées de sa data. Oui, C'est-à-dire que souvent, on a des lubies, des fois on se dit, bah tiens, les clients les plus attractifs sont ceux-là, etc. Et en fait, quand on analyse la data, on s'aperçoit des fois que le panier moyen client n'est pas forcément celui qu'on pensait sur un segment de notre data. On s'aperçoit qu'en fait, on perd plutôt des clients dans cette typologie d'entreprise, etc. Et donc, l'analyse de la data, que je trouve très très pertinente, ouvre quand même les yeux sur souvent des fausses idées qu'on a de son mm, action, parce qu'on mesure pas toujours. Et des fois, ça ressort justement à l'inverse des secteurs pour lesquels on a des parts de marché qui sont bonnes, pour lesquels la proposition de valeur qu'on a est plutôt bonne, et pour lequel on a plutôt intérêt à travailler des comptes similaires. Donc, pour mm, compléter ce que tu dis et par rapport à la question de Lorraine, c'est que première chose, ben, n'hésitez pas à travailler des comptes similaires à et des jumeaux, c'est-à-dire que c'est exactement ce que tu dis. On a gagné 3-4 ventes dans un segment. Alors, je ne suis pas en capacité d'analyser ma data parce que j'en ai pas assez. c'est ça. J'ai du mal à en tirer une conclusion qui me donne une stratégie. Ben, regardez déjà vos succès. Essayez d'aller chercher des performances voilà, vous avez 5 clients signés dans un secteur pour lequel vous avez réussi. Bah, allez déjà lister les peut-être 100 clients qui pourraient répondre à la même typologie et derrière, bah, aller chercher déjà des parts de marché dans ce segment-là. Et Mm, deuxième élément qui est intéressant quand ma data ne me permet pas d'avoir une bonne analyse, on peut très bien être en mode atelier
pour réfléchir ensemble sur la stratégie de l'entreprise, les produits qui fonctionnent le mieux, la proposition de valeur, justement des succès qui pourraient être, je dirais, dupliqués. Et avec l'équipe commerciale, regardez aussi les enjeux que vous avez sur certains marchés. Donc en fait, soit on a la data, on arrive à être très concret, très clair, et ça dessine assez rapidement une stratégie de ce qui va le mieux fonctionner. Et là où on a une part de marché à gagner, un bon panier moyen client et de la rentabilité, soit je n'ai pas, et dans ce cas-là, je peux travailler d'une manière collective en réflexion sur les cibles à adresser et puis en partant de cas clients plutôt réussis ou de choix stratégiques de l'entreprise où vous avez décidé de vous lancer dans un marché. Donc les deux sont possibles. La data est toujours un bon outil. Maintenant, si vous n'avez pas, c'est pas non plus un frein à aller du coup construire derrière les bonnes cibles et la bonne data qu'il vous faudra de toute façon pour se lancer en ABM. On est bien d'accord. On a une autre question, Michel. De votre expérience, quels sont les meilleurs outils digitaux de recherche look-like? Alors bon, je vais pas être très objectif, mais chez Nomination, on le fait. Effectivement, cette analyse-là, toute cette analyse-là, on l'a fait, d'analyse de votre portefeuille, mais également de recherche de look-like de vos clients existants. Donc, on peut vous le proposer. En fait, oui, ce qui est intéressant, c'est de construire des listes de data avec des critères. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ce qui est intéressant avec Nomination, c'est on va pouvoir critériser les tailles d'entreprise, on va pouvoir critériser les profils recherchés, etc. Donc, on va avoir globalement une data de grande qualité et, je dirais, avec beaucoup de finesse en phase avec l'ABM. Maintenant, il existe des outils qui existent comme LinkedIn, mais LinkedIn est beaucoup moins précis, j'ai envie de dire, dans sa data, parce que c'est un peu plus massif. Donc, en fait, on va avoir du mal à avoir du coup une granularité, si je peux m'exprimer comme ça, de la data. Donc, en fait, voilà, il existe des outils différents, mais une source de données fiable est un élément clé d'une stratégie ABM. Si je continue, je vous en prie, Rachel. Si on continue sur le comment je crée ma liste de comptes clés. Donc là, on a commencé à construire sa liste à partir de critères tels que la taille, tels que le secteur. On va continuer à analyser ses succès et on va regarder s'il y a d'autres patterns communs que ces deux critères-là. Alors, je vous ai donné quelques exemples, mais vous pouvez identifier d'autres points communs. Ça peut être une filiale d'un groupe étranger. Ça peut être une entité B2B d'une entreprise B2C. Ça peut être des entreprises familiales, etc. Voilà. Tout ça pour dire qu'en dehors, il y a d'autres critères, en dehors des secteurs et de la taille, qui peuvent vous permettre de construire une liste de comptes clés pertinente. Donc, regardez bien votre liste actuelle de clients. Et puis, le troisième point, une fois qu'on a cette liste-là, c'est de se dire, OK, maintenant que j'ai ma liste, je sais qui je vais aller adresser, quel est mon potentiel marché, combien de comptes je vais pouvoir adresser sur chacun de ces segments-là. Et là, on va dessiner un début de stratégie puisqu'on va identifier donc le nombre de comptes disponibles pour chacun des segments. Donc, comme le disait Michel en préambule, 40, 50 comptes, voilà, stratégie one to few. L'idée, c'est de mettre en place un programme ultra personnalisé, alors tant côté sales que marketing. 200, 500 comptes, là, il va falloir aller segmenter à l'intérieur de ce cluster-là pour pouvoir faire différentes campagnes. Mais en tout cas, quand on travaille une stratégie ABM, il faut aussi accepter que le terrain de jeu soit parfois petit, plus petit que ce qu'on avait imaginé, qu'il y ait quelques comptes et en plus, effectivement, quelques comptes, si on travaille des fonctions particulières, ça va se réduire. Et voilà, c'est pour ça que c'est quelque chose à mettre en place de très, très personnalisé, très ciblé. Et Michel, tu avais quelque chose à dire, je te laisse la Ouais, parole. en complément de ce que tu évoques et qu'on a présenté tout à l'heure rapidement là sur du coup le one-to-one, le Mhm, one-to-two, le mhm. one-to-three, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez le droit aussi, et je vous conseille de le faire, c'est d'avoir une granularité dans les comptes. Par exemple, quand j'attaque 530 comptes, je peux très bien faire du one-to-one sur 15 comptes de ces 530 parce que j'ai retravaillé la segmentation des 530 et faire peut-être du one-to-few sur un segment et ou d'attaquer en masse les 530. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas faut pas être dans la théorie de l'application de l'ABM. C'est-à-dire qu'en fait,
il faut avoir une vraie réflexion sur qu'est-ce qui va m'apporter des revenus rapidement. Et donc, bah, par rapport à l'analyse que tu présentes qui est très intéressante, c'est que je peux très bien demain me retrouver dans une stratégie d'une quinzaine de comptes. Bah là, très clairement, je peux faire de l'hyper-personnalisation. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire un contenu dédié à chaque compte avec les prénoms, le secteur, les logos, un contenu dédié à l'activité. Donc là, je suis hyper personnalisé. C'est génial. Si je suis sur un volume de 50, ça devient un peu plus compliqué de personnaliser. Bah, du coup, je vais plutôt travailler peut-être 10 personnalisations et les 40 autres, je vais être un peu moins personnalisé. Ou peut-être que je vais faire du coup le même contenu parce que c'est une verticale, donc c'est possible. Par contre, quand je suis dans 530 comptes, j'ai besoin de faire des sous-groupes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette masse de comptes, il faut que je la travaille un peu différemment. Et donc, c'est toute l'agilité qu'il faut entre la théorie et la pratique, c'est de se dire, c'est quoi mes objectifs, c'est quoi ma proposition de valeur, c'est quoi les secteurs à potentiel que j'ai pu analyser en amont, et je vais comme ça pouvoir avoir vraiment une stratégie hyper précise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on évoque là, c'est qu'on fait du cousu humain, en fait. On est dans une stratégie, dans des tactiques de précision multicanal, contenu personnalisé, cible personnalisée, segmentation. En fait, on revient du marketing et on revient du coup à une approche très segmentée, très personnalisée, avec vraiment des contenus dédiés aux cibles qu'on vise. Donc c'est à la fois plaisant, à la fois ça fonctionne bien, mais ça nécessite effectivement d'avoir une vraie agilité. Voilà ce que je voulais compléter, Nathalie. Merci Michel. Et donc j'en viens à la dernière étape de ce ciblage, transmettre le ciblage que vous avez préparé à vos équipes commerciales. Effectivement, c'est eux qui sont au quotidien en discussion directe avec ces comptes-là. Donc, ils vont avoir une autre vision que la vôtre. Donc là, c'était la vision plutôt analytique. Eux, ils vont pouvoir avoir la vision terrain et donc trier, prioriser cette liste-là. Et donc là, vous arrivez quand même à une liste qui va vous permettre d'être efficace pour la suite. Donc la suite, c'est aussi bien connaître son terrain de jeu. Ce qu'on l'a dit, c'est une stratégie très personnalisée. Et en plus de ça, il y a souvent beaucoup d'acteurs impliqués dans ce genre de décision d'achat, 7 en moyenne. Alors, comment on va identifier toutes les personnes qui vont avoir un rôle à jouer dans cette prise de décision? Évidemment, vous allez avoir un champion, mais ça peut être un signataire, décisionnaire, influenceur, prescripteur, etc. C'est des gens qu'on ne retrouve pas dans une vente SMB. Typiquement, nous, chez Nomination, on va souvent rencontrer des demandes RGPD. Alors, ces demandes RGPD, on les aura pas dans du SMB. Par contre, dans les grands comptes, ça va être très fréquent. Donc, donner des preuves au DPO légal, au RSSI aussi. Les directions financières interviennent de plus en plus souvent dans les grands comptes pour des gros paniers, pour prouver le ROI. Donc, faut pas s'arrêter à un OK d'un champion. Faut se dire que c'est pas parce que lui, il est d'accord que le projet va être signé vite. Et pour ça, faut rentrer en contact le plus tôt possible dans votre cycle de vente avec ces différentes personnes et pouvoir les identifier. Donc, regardez les organigrammes des entreprises, discutez très tôt de ce sujet-là avec vos contacts et essayez de les faire parler sur qui, au final, sera impliqué dans cette liste. Voilà, posez les bonnes questions, faites le mapping. Et là aussi, le marketing, si c'est un travail sales, peut accompagner pour mieux connaître ces différents personas et faire des campagnes dédiées selon le rôle de chacun. Il y a un autre point à connaître quand on fait de l'ABM, c'est les actualités. Bien suivre l'actualité de vos comptes va vous permettre d'être beaucoup plus réactif et donc d'arriver au bon moment. Mais ça va aussi vous permettre de maintenir la relation. Donc typiquement, une nomination, c'est une nomination ou un départ, mais ça va être important de surveiller cette actualité, surtout si ça concerne un interlocuteur de votre cycle d'achat, parce que ça peut être un risque autant qu'une opportunité. Donc, vraiment bien suivre cette information. Un autre exemple, le rachat d'une autre entreprise.
Si je vends un ERP, un CRM, bah, ça va m'intéresser. Donc là, le DSI, typiquement, va avoir des gros enjeux pour mutualiser ses outils. Ça vaut le coup que je le contacte à ce moment-là. Autre exemple, un de mes interlocuteurs de mon cycle de décision intervient à une conférence, donc est speaker. Ça peut être un bon moyen de le rencontrer, donc de me rendre à cette conférence, de discuter avec lui et ou prendre contact par la suite pour lui demander un rendez-vous. Donc vraiment, ces différents prétextes peuvent être vus soit comme des opportunités de business ou alors anticiper un risque, mais aussi comme une manière de créer du lien. Donc, on le sait, hein, les gens ne veulent pas toujours parler à des commerciaux. Donc, se positionner vraiment comme expert, construire une relation de confiance, de proximité, va marquer un tournant vraiment dans la relation avec votre prospect. Et donc, le féliciter, voilà, lors d'une actualité ou alors, lui envoyer, peut-être un contenu, lié à une de ses actualités, va permettre de nourrir cette relation-là et donc de créer autre chose qu'une relation commerciale. D'où l'importance de bien suivre ces actualités-là. Alors voilà, typiquement comment ça peut se présenter, chez Nomination. Mais donc là, une fois que vous êtes informé de ces actualités-là, à vous de contacter vos interlocuteurs via un email conversationnel, de mettre en place des campagnes publicitaires ultra ciblées, du courrier, des goodies, des études. Voilà, l'idée, c'est aussi de marquer les esprits et de montrer qu'on est là. Mais c'est Michel, pour la suite de ce webinaire, qui va vous présenter tout ça de manière plus concrète. Merci Nathalie. Et effectivement, là où tu as raison, c'est que les signaux d'affaires, ça sont forcément des icebreakers. Hein. C'est un vrai élément déclencheur d'une relation commerciale. Euh, Avant tout, on voulait quand même vous reparler aussi d'un élément qui est fondamental, c'est la proposition de valeur sur la cible visée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, quand on fait de l'ABM, on a la proposition de valeur de votre entreprise. Vous savez, c'est quoi vos avantages, les avantages de votre produit, c'est quoi votre offre, c'est quoi votre positionnement, vous êtes RSE, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'on lance des campagnes. Et cette campagne, on en a parlé tout à l'heure, on va la segmenter sur une typologie de clients, sur un segment, et donc on doit travailler en amont aussi la proposition de valeur que vous avez sur la cible visée. C'est-à-dire qu'en fait, si je vise demain les DSI, est-ce que la proposition de valeur que j'ai est en adéquation avec la cible? Si c'est en adéquation, et ben du coup c'est assez important parce que du coup vous allez pouvoir très clairement viser du coup cette cible-là. On travaille souvent sur un SWOT, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va travailler sur ce qu'on appelle un SWOT. Le SWOT, c'est les plus et les moins de votre proposition de valeur, avec les opportunités, les menaces. Et donc, moi, je vous invite en fait à chaque fois à faire un SWOT sur la proposition de valeur que vous avez, sur la campagne que vous lancez. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet quand même de reprendre un peu de la hauteur. Ça veut dire qu'en fait, on prend un peu d'auteur et on vient du coup se dire, bah, sur ma campagne, je vais effectivement être fort dans ce que je propose, dans mon offre et être juste. Donc, c'est extrêmement important de travailler comme ça. Autre point qui est essentiel, c'est quel est le déroulé d'une campagne ABM. D'accord? Et donc, c'est ça qu'on va vous montrer du coup à l'instant. Et donc là, vous voyez bien que le déroulé d'une campagne, c'est quoi? C'est ce qu'on a évoqué sur la data, c'est l'identification de l'ICP. Donc, on doit définir qui sont mes décisionnaires, qui est mon persona, définir du coup, bien évidemment, les fonctions clés qu'on va viser. Donc, c'est tout ce qu'on a évoqué du coup, Nathalie, sur la partie data. Ensuite, du coup, c'est l'identification de la liste des comptes, puisqu'en fait, on va travailler très précisément à avoir une liste de comptes. On parlait de 7 contacts en moyenne pour décider de prendre une décision. Eh ben, on va avoir besoin de créer en fait un organigramme et de créer du coup la liste de ces contacts-là pour du coup pouvoir mener les actions. D'accord? Donc ça, c'est les 2 points clés extrêmement importants. Et troisième point clé, c'est ce que j'évoque, c'est qu'on a besoin de travailler la proposition de valeur, on a besoin de travailler du coup l'analyse de marché. C'est intéressant d'avoir des insights aussi sur votre marché, c'est-à-dire de se dire est-ce que je connais bien la cible que je vise, c'est quoi les problématiques de la cible en ce moment,
ce qui se rapproche du persona de l'inbound marketing. Hein, donc, quel est du coup très clairement toutes ces insights qui vont permettre de mener la campagne. Et ensuite, on doit travailler sur la définition des axes de com, parce que la différence entre l'inbound et l'ABM, c'est qu'en inbound, je suis dans une stratégie éditoriale. En ABM, je suis dans une stratégie aussi de communication. Je vais traiter des supports, support print, des messages, le positionnement, et donc je dois très clairement travailler ça. Et je dois réadapter mes contenus existants ou créer des contenus qui vont parler à ma cible, qui ont une forme de communication, d'effet wow, qui suscite l'intérêt et qui porte ma proposition de valeur. Et tout ça, on doit le porter dans des scénarios omnicanaux ou multicanal. Je vois du coup une question de Lorraine, c'est comment ajuster le message et les contenus en fonction de la maturité des prospects. Et ben en fait, pour ceux qui sont à l'aise avec l'inbound marketing, on a dans l'inbound des phases éditoriales, prise de conscience, prise de considération, prise de décision. Et ben en ABM, on va quand même se rapprocher, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que c'était pas antinomique, on va se rapprocher de ce type d'approche pour créer une stratégie éditoriale aussi qui du coup permet d'avoir cette approche de prise de conscience, prise de considération, prise de décision. Donc mes contenus vont être des contenus engageants, mais qui s'adaptent à la maturité du client et à l'étape dans laquelle il est. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le déroulé. Et puis maintenant, on va rentrer dans une anatomie d'une campagne ABM. Je pense que ça intéresse tout le monde. Alors, j'ai pris une campagne type, c'est une campagne qu'on a portée pour la Poste Solution Business. La Poste Solution Business, elle a une BU média pour lesquelles elle va vendre les offres de la Poste en termes de médias, en termes de data, en termes d'envoi, en termes postal. Et en fait, ils ont effectivement cette BU, ils ont un besoin fort, c'est qu'à un moment donné, ils ont besoin d'aller chercher des comptes à fort potentiel, ce qu'ils appellent des comptes clés. Et en fait, aujourd'hui, les commerciaux, c'est exactement ce qu'on évoque, ont peu de résultats, parce que c'est difficile de toucher les bons contacts, c'est difficile d'avoir la bonne data et donc d'avoir le bon organigramme, et c'est compliqué d'apporter assez de valeur pour décrocher ces rendez-vous, justement, à fort potentiel. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant dans une structure d'une action ABM, c'est que je vais travailler cette expérience prospect unique. D'accord? Et donc, dans le cas qu'on évoque, il y avait peu de résultats sur les comptes clés, une action commerciale pas assez optimisée parce qu'il n'y avait pas de contenu dédié, donc il n'y avait pas de valeur ajoutée, de proposition de valeur qui permettait de créer l'effet wow pour décrocher le rendez-vous. Et il y avait très clairement un vrai besoin d'aller pousser les offres courrier adressé, solutions de service pour les commerçants locaux et du direct to consumer. Le contexte, donc je vous l'ai dit, 22 comptes stratégiques grandes conso, donc Coca-Cola, etc. Donc à les détecter du coup en termes de business, fort potentiel de conquête pour cette BU et fort potentiel d'influencer ce marché-là, ce qu'on va appeler en fait des comptes coffre-fort au sein du coup de la Poste. Le choix qui a été fait, ça a été d'une part convertir ces comptes coffre-fort à partir d'un plan d'action très offensif, identifier les interlocuteurs, le niveau de décision, collecter la bonne donnée et de la donnée comportementale, ce qu'on évoque du coup avec Nathalie, qu'on a évoqué tout à l'heure. Deuxième point, identifier les thématiques sur lesquelles on peut les engager en fonction des offres à promouvoir, doit être très personnalisé, voire hyper personnalisé. Et troisième élément, définir une chronique de la relation à mettre en place pour créer une relation solide, ça veut dire s'aligner avec le commerce. Hop, on avance. Quel est le plan d'action qu'on a pu adopter? C'est premièrement collecter la donnée avec des outils comme Nomination. Donc analyser les enjeux cibles du client, le marché, travailler son persona et travailler forcément la data. Dans la data, c'est avoir le cercle de décision de ces comptes à fort potentiel, donc de ces comptes de la grande conso, identifier les contacts et avoir de la donnée comportementale, changement de poste, actualité sur le profil, etc., pour pouvoir faire vraiment quelque chose qui est très personnalisé et surtout ne pas se tromper de profil à adresser. Définir une stratégie éditoriale avec toujours ce que je vous ai évoqué, le côté com qu'on doit avoir en ABM, construire des scénarios personnalisés pour les déclencher et après lancer l'opération avec un alignement marketing et commerce, un coaching des équipes commerciales et avoir quelque chose vraiment de cousu humain, d'hyper organisé et d'hyper structuré.
Le plan d'action à adopter, c'est de l'offline et de l'online. Aujourd'hui, très clairement, le succès d'une campagne ABM, c'est du multicanal et c'est du multi-support. Donc, on a exploité de l'infographie, de l'article de blog, de la fiche produit, du motion design, du message personnalisé. On a exploité de la box, du livre imprimé, du courrier personnalisé avec la poste, c'était une évidence. Mais voilà, donc on a effectivement travaillé vraiment quelque chose d'efficace en étant multicanal, multi-support. Donc c'est vraiment ce qui fait le cœur de la campagne. Et donc quand on a construit nos contenus de cette campagne, au-delà d'avoir construit effectivement les scénarios, vous voyez qu'on a un article fictif, du coup, qui est un cas client en fait. On a un livre blanc imprimé, on a fait un motion design, on a fait une box. La box, elle est hyper personnalisée aux couleurs de la marque qu'on vise, etc. Et puis on a fait aussi des documents internes qui permettent de construire effectivement la démarche auprès des équipes commerciales pour expliquer comment ça va se dérouler. Donc on voit bien que là, on a la capacité de créer des contenus à forte valeur ajoutée en ayant travaillé sa proposition de valeur, en ayant un côté comme un effet waouh. On revient du marketing de base hyper intéressant pour du coup être efficace et impacter l'audience qu'on vise. Et derrière, grâce à la data qu'on a travaillé, on a travaillé un cercle de décision. Et donc on va attaquer chaque contact du compte comme si c'était un compte entreprise. Et donc ils vont recevoir pour chacun des contenus adaptés, un mail personnalisé avec un motion design adapté, un cas client adapté, une box adaptée. Et donc, on va dérouler sur chaque contact du compte avec qui on pourrait avoir un rendez-vous, la campagne avec plusieurs échéances dans un timing aligné marketing et commerce. Donc, en fait, on voit bien qu'on vient travailler la valeur ajoutée qu'on a, les contenus qu'on peut porter, et derrière, on déroule la campagne. C'est un scénario. Et donc, on fait un scénario par contact. Alors, plus le contact est à valeur ajoutée, plus on va déployer du contenu à valeur ajoutée et on est prêt à avoir un coût d'acquisition plus élevé. Mais une des leçons aussi de l'ABM, c'est que il faut savoir aussi viser des comptes qui ne sont pas forcément le compte clé. C'est-à-dire que on va aller toucher des contacts de ce compte. Par exemple, quand vous voulez viser un DSI, des fois, il faut aussi savoir viser le RSSI. C'est-à-dire que le RSSI sera peut-être plus disponible que le DSI. Donc, il ne faut pas non plus faut pas être têtu. Il faut pas vouloir délivrer nos campagnes qu'à des comptes, qu'à des contacts de ce compte extrêmement importants dans l'organigramme. Il faut savoir avoir des niveaux différents dans cet organigramme, d'où l'intérêt d'avoir des organigrammes assez étoffés avec peut-être de 5 à 10 contacts. On va du coup mener des campagnes plus larges. Donc voilà un petit peu comment ça se déploie. Cette campagne, elle a permis d'avoir, je vous rappelle qu'au tout début, on attaquait 22 comptes clés, vraiment des comptes majeurs, grande consommation. On a atteint 125 contacts influencés, on a obtenu 12 rendez-vous, et puis on a réussi à percer 7 comptes. Donc en fait, là, on est vraiment dans du one-to-one sur 22 comptes, et c'est vraiment la qualité de la data, la qualité des scénarios, la qualité du contenu qu'on a porté, et surtout son orchestration qui fait qu'on a pu obtenir ces résultats. Donc voilà, on a un petit commentaire du coup du patron de la BU de l'époque qui nous dit effectivement que la première vague effectivement a permis d'avoir 50% de taux de transformation. Donc c'est vraiment un score qui est très très bon. On est typiquement dans une campagne ABM, je dirais assez classique qu'on peut mener. Quelques chiffres clés quand même sur l'ABM. On gagne du temps, même s'il y a un temps de préparation qui est important, puisqu'en fait comme c'est très ciblé, c'est très travaillé, on a vraiment travaillé sa valeur ajoutée, on gagne un temps assez monstrueux pour détecter des grands comptes. 86% des entreprises observent une amélioration du taux de closing, donc ça c'est important, et 80% des entreprises observent une amélioration de la valeur dans le cycle de vie du client. C'est un peu ce qu'on a pu évoquer là dans ce que je vous ai présenté. En résumé, on vise l'efficacité, on privilégie des comptes stratégiques, moins de quantité, plus de qualité, ça pourrait se résumer comme ça. On approfondit la connaissance des cibles, du marché, des comptes, des contacts, avec une data de bonne qualité, c'est primordial, c'est le carburant de la campagne. Et à partir d'enjeux clés identifiés, on élabore des scénarios. Je crois beaucoup à la proposition de valeur qu'on a sur la cible. C'est-à-dire qu'en fait, on doit faire des scénarios qui parlent à la cible et qui lui apportent de la valeur. Et au final, on va créer de la valeur à la vente par une expérience prospect qui est unique. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut se dire.
Il y a un podcast qui s'appelle ABM Experience, qui vous parle que d'ABM, qui est extrêmement intéressant. Et je vais faire juste une petite aparté. Vous m'excuserez parce que vous avez dû entendre un petit peu de bruit derrière le webinar. J'avais une livraison à domicile et j'ai prié pour qu'elle arrive pas pendant le webinar. Et donc, voilà, bon, il y a eu un petit peu de bruit. J'espère que ça ne nous a pas trop dérangé. Voilà, je crois qu'il y a des questions, du coup, peut-être, des participants. Donc, n'hésitez pas, c'est maintenant Oui, qu'on peut y répondre direct. avec grand plaisir. C'est le moment. Allez-y. Alors, Alors, quelles actions mettre en place si un compte ne réagit pas à notre campagne ABM? Donc, du coup, alors il y a plusieurs choses. La campagne ABM, elle s'inscrit dans une durée. On va définir cette campagne. On va dire par exemple la campagne, elle va dérouler sur 6 semaines. Donc pendant 6 semaines, on va dérouler la campagne avec un alignement marketing et commercial. Et on va faire en sorte que le commerce déjà soit au bon moment de la fin du scénario pour effectivement activer une action commerciale. mm, Si on fait pas le dernier kilomètre, qui est du coup du rôle du commercial, on n'aura pas de résultat. Élément important. Et deuxième élément, une campagne ABM, c'est pas un one shot. En fait, on va construire derrière ce qu'on appelle des campagnes rebonds. Et donc, on va venir faire des campagnes rebonds qui vont se succéder. On va snacker le contenu qui a été utilisé. On va revenir à des temps, je dirais, à des bons moments, hein, être au bon moment dans la bonne séquence pour faire ces actions et pour effectivement continuer à aller travailler ce compte qui a été chauffé, mais peut-être qu'il n'a pas un niveau de chaleur suffisant pour pouvoir détecter du coup pour pouvoir décrocher pardon le rendez-vous. Donc on va retravailler des campagnes rebond. Voilà ce qu'on peut dire sur cette question. on a une autre question de Pierre sur la durée moyenne et le coût moyen d'une campagne ABM. Alors la durée moyenne, j'en ai un petit peu parlé. On va être globalement sur des campagnes. Alors peut-être que vous voulez inclure, Pierre, peut-être la préparation. Alors la préparation, elle peut nécessiter 1 ou 2 mois. Parce que faut travailler sa data, du coup faut aussi travailler ses contenus. S'il y a de l'impression print, ça peut mettre un peu plus de temps. Si on intègre un salon, qui peut être aussi un élément qui est intégré dans la campagne. Voilà, donc on a un temps de préparation. Après, une fois que tout est prêt, alors je me permettrais de dire, allez, je dirais plutôt 8 semaines pour être prudent de préparation, surtout si on a du print. Et puis 6 semaines de déploiement me paraît une durée assez normale. Donc on va dire que c'est des campagnes qui vont se faire au trimestre globalement. Ensuite le coût moyen, le coût moyen il dépend clairement de ce qu'on lance comme campagne. Si je mets en place une campagne sur 100 comptes dans une verticale, je cible une verticale, par exemple, je cible le food service, c'est des clients similaires que je vise et je vais attaquer 100 comptes du food service. Mon contenu sera commun à l'ensemble des 100 comptes, donc je vais gagner du temps sur la production de contenu qui va être commun. Donc là, c'est plutôt au niveau de timing. Et je vais y avoir une économie d'échelle parce que si je fais un super livre sur les comment réussir quand je fais du food service, etc. Du coup, je vais faire aussi des économies. Donc, on peut avoir un budget, je dirais, qui est de 25-30 000 euros sur une campagne vraiment musclée sur 100 comptes, 150, 200 comptes. Et après, on va retrouver un petit peu ces budgets-là aussi sur du one-to-one, à part que sur du one-to-one, je vais me retrouver rapidement avec un coût d'acquisition qui peut aller de 500 à 1500 euros par compte, parce que là, je vise des comptes pour lesquels ma marge brute potentielle peut être de 150 000, 200 000 euros. Moi, on fait forcément de l'ABM aussi pour décrocher des clients, et il m'est arrivé de dépenser effectivement pour un compte 2500 euros. Ça peut paraître beaucoup, mais derrière, j'ai signé 200 000. Donc en fait, c'est juste en fait de mettre en parallèle le coût d'acquisition versus le potentiel que j'ai. Et donc voilà, et puis on peut faire des campagnes aussi un peu moins coûteuses parce que je vais réduire mon scénario et je vais être sur moins de canaux, etc. Mais au cœur du sujet, la qualité de la data est quand même une proposition de valeur crédible dans un contenu. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment que je montre pourquoi on doit me choisir et pourquoi on doit accepter ce fameux rendez-vous. Merci Michel. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai pas l'impression. Ah, Pierre, peut-être une autre question.
autre question de Pierre. Quels sont les acteurs clés d'une campagne? Est-ce que pour la préparation en interne, est-ce que vous pouvez préciser le sens de la question? Pour la Oui, pour préparation. l'exécution. Alors, pour la préparation, il faut que ça soit un choix de direction. C'est-à-dire qu'en fait, se lancer dans l'ABM doit être validé par sa direction générale. Voilà, il est décidé, on va attaquer des grands comptes. C'est-à-dire que il y a un aspect toujours stratégique dans l'ABM. Est-ce que j'attaque une verticale? Est-ce que j'attaque des grands comptes? Donc, on a besoin d'avoir un aval. Donc ça, c'est important qu'on ait en fait une direction claire. Si on n'a pas de direction claire, ben, on va tâtonner, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Deuxième élément, ce que j'ai un petit peu évoqué dans le déroulé, il faut qu'on ait le marketing et le commerce dès le départ dans les réunions de travail. C'est qu'en fait, on s'aligne au démarrage. Donc là, ben, on va mettre. Alors, moi, je propose souvent plutôt des commerciaux ambassadeurs. C'est-à-dire qu'en fait, il faut prendre des commerciaux qui ont une affinité avec le marketing, qui sont ambassadeurs, qui connaissent bien la verticale ou qui connaissent bien le marché qu'on va attaquer. Et puis, il faut que le marketing soit présent. Et puis, ben, en fait, voilà, on peut faire une équipe de 6, 3 marketing, 3 commerce. Ou, voilà, il faut que ça soit équilibré pour qu'en fait, on ait une émulation commune. Et en fait, on se donne des objectifs communs avec des temps dans la chronologie de l'action qui sont bien identifiés. Et une autre question de Mehdi. Je pense que Mehdi, vous n'êtes pas le seul à vous poser cette question. À partir de combien de relances on estime que tel prospect n'est pas sensible à l'offre en question? De rien faire avec plaisir. Michel, vas-y, si tu veux répondre. Bah, en fait, c'est une question de pression. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tous la pression commerciale qu'on peut mettre sur un prospect. J'ai envie de dire que c'est un peu de l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, si vous apportez de la valeur, déjà premier élément, bon, ça change aussi un peu la donne. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes censé être crédible, apporter de la valeur au prospect. Voilà. Si par contre c'est intrusif et que c'est on bombarde des emails qui n'ont aucun intérêt, dont l'objet n'est pas bon, dont le contenu n'a pas de valeur, bon là déjà se pose une question, c'est vous mettez de la pression sans vraiment faire du donnant-donnant. Donc on va mener la campagne. On a besoin, c'est vrai, c'est une bonne question, Mehdi, on a besoin de critères de taux d'ouverture des emails, de lecture des contenus. Est-ce que le prospect vient sur le site? Donc on peut aussi aller mesurer du coup le fait que on va traquer cette liste qu'on va rentrer dans l'outil d'automation. On va identifier aussi des visites du site par rapport à la campagne. Et donc, plus on a de signaux positifs, plus on peut se dire qu'il y a un intérêt, et donc je vais pouvoir un peu continuer. Et donc, on peut en tous les cas mener une campagne avec de la valeur, avec de l'emailing, avec du coup du prime qui est envoyé, avec des actions rebond. Tant qu'il n'y a pas, j'ai envie de dire, le fait que le prospect vous dise d'arrêter la campagne, bon, on peut la continuer. On peut considérer que si on apporte de la valeur, on a une légitimité pour la continuer. Maintenant, il y a forcément, quand on a fait 2 actions rebond, ben, on va se calmer un petit peu et puis on reviendra. Par contre, on aura quand même apporté du contenu, de l'éducation à ce prospect. C'est peut-être un prospect qu'on retravaillera dans 6 mois, 8 mois, qu'on réinvitera à un webinar, qu'on invitera à un événement. En fait, il faut être en boucle continue. Ça serait une erreur de voir l'ABM comme une campagne one shot. C'est pas une campagne one shot, c'est une approche stratégique qui fait qu'on segmente, qu'on cible des audiences et on va travailler ça tout au long de l'année. Mais il y a un moment donné, on mène nos efforts avec l'équipe commerciale pour les décrocher. Et élément important, c'est aussi le timing de la campagne. Déployer des campagnes quand c'est un moment pour votre client, quand c'est le bon moment. C'est ça. Donc pour répondre à la question, c'est il n'y a, a pas de chiffre où on se dit là, on doit s'arrêter. Si effectivement on apporte de la valeur, si on a des propositions différentes, invitation à un événement, comme tu le disais, un livre blanc, etc. Du moment qu'il y a de la valeur, en fait, le prospect ne va pas voir ça comme intrusif. À l'inverse, effectivement, si des emails sont trop fréquents, avec des relances sans valeur ajoutée, là, ça va commencer à poser souci. Ouais. Donc voilà, donc je sais pas si c'était la dernière question. A priori, je pense que oui, on n'a pas vu d'autres.
Écoutez, en tous les cas, on vous remercie beaucoup pour votre attention et pour ce qu'on a pu évoquer, et on reste à votre disposition pour d'autres questions qui viendraient à l'issue de ce webinaire, dont vous allez recevoir le replay Oui, par retour, je crois, Nathalie. complètement. Vous recevrez le replay après la fin de ce webinaire. Et je me joins à Michel pour vous remercier d'avoir été présent ce matin. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bonne journée. Merci à tous. Merci Véronique, Guillemette. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.